On commence l'enregistrement du Tech Talk, tout va bien. Et alors, pour le petit sommaire de ce Tech Talk, on va commencer très doucement, très tranquillement, avec des petites news sur Assassin's Creed Origins, sur AMD, sur Intel, Coffee Lake notamment. On va continuer sur OnePlus, on va continuer sur un petit truc avec Facebook, avec Nvidia et la 1070 Ti ensuite, et on va finir en beauté avec de l'intelligence artificielle et la faille majeure dans les systèmes Wi-Fi et notamment dans la norme WPA2. Avec, on va pas mal s'attarder là-dessus. Donc voilà, on commence tranquillement et on finit en beauté. Voilà. Et pour celui qui te demandait, pour Quentin Nunu, tu faisais des études en quoi et tu bosses dans quoi maintenant? Je faisais des études en génie mécanique, donc maîtrise en génie mécanique, et pour l'instant je ne bosse pas, parce que j'ai fini il y a à peine une semaine, et je cherche un travail, voilà. Donc, on va commencer très tranquillement par du jeu vidéo, et par les premiers jeux Xbox qui vont être compatibles avec la Xbox One et la Xbox One X. Donc, lors de l'E3, Microsoft avait quand même avait lâché cette petite bombe, comme quoi pas mal de jeux Xbox, donc sur la première Xbox, c'est même pas Xbox 360, mais ça allait s'étendre aussi à l'Xbox 360 bien évidemment, mais que beaucoup de jeux qui étaient sortis sur la première Xbox allaient être rétro-compatibles ou compatibles avec la Xbox One. Et donc ils n'avaient pas donné de détails, ils avaient juste lâché ça comme ça lors de leur présentation et de leur conférence, et là on a les premiers jeux qui vont être rétro-compatibles. On a Knight of the Old Republic, Star Wars, KOTOR 1, bon je suppose qu'il y aura également KOTOR 2, Red Faction 2, Ninja Gaiden Black, on a Prince of Persia, les Sables du Temps qui vont être compatibles sur la Xbox One, Psynote, Dead to Ride, Crimson Skies, Fusion Frenzy, Sid Meier, donc un jeu Sid Meier, Pirates et pas Civilization, et The King of Fighter Neo Wave. Donc on a une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 jeux qui vont prochainement arriver sur Xbox One. C'est les 12 premiers jeux qui vont être rétro-compatibles avec la Xbox One. Et je peux vous dire qu'au niveau de Red Faction 2, KOTOR ou encore Prince of Persia, ça fait extrêmement plaisir. Même Crimson Sky qui est très très bon. Un très très bon jeu. Alors, pour continuer jeux vidéo, bien évidemment, c'était une news assez courte. Non, je n'ai pas encore parlé de la vulnérabilité Wi-Fi, ça va être pour la fin. Je garde le meilleur pour la fin, bien évidemment, comme d'habitude. Donc, il faut savoir que Assassin's Creed Origins garde un système de microtransactions et un système de loot box. Donc, qui va permettre de un peu avoir du loot plus facilement et tout. C'est comme ce qu'il y a dans les 3/4 des jeux à l'heure actuelle. Par exemple, sur Shadow of War, ils en parlent aussi également. Il y a des loot box. Les loot box, ça te permet d'être obligé de farmer un peu moins. Tu farmes un peu moins. Mais, les loot box sur Shadow of War, tu peux les acheter avec de l'argent réel. Ce qui est absolument débile, ce qui est super con, ce qui t'enlève un peu le plaisir du jeu et puis d'aller chasser des capitaines et puis de les soumettre à ta volonté. Mais bon, si t'as la flemme de faire ça, puis tu trouves que ça prend trop de temps, tu peux acheter des loot box, puis avoir des capitaines ready, etc. Et si jamais t'es un gros feignant, en plus de les acheter avec de l'argent in-game, tu peux les acheter avec de l'argent réel. Donc, il y a à peu près la même chose sur Assassin's Creed, sauf que ils ont été plus intelligents. Ils ont été plus intelligents et ils ont dit que tu pouvais seulement acheter les loot box dans leur jeu avec de l'argent in-game. Donc tu pourras pas acheter directement des loot box avec de l'argent réel. Et tu es obligé de dépenser de l'argent in-game pour avoir des loot box. Enfin, tu es obligé. Genre, il n'y a pas d'autre moyen. C'est l'argent in-game qui te permet d'acheter des loot box pour avoir un peu de stuff ou du stuff un peu mieux. Et c'est quand même mieux. C'est une approche qui est un petit peu plus intelligente que de permettre d'acheter des loot box et du stuff avec de l'argent réel, parce que acheter des trucs avec de l'argent réel sur un jeu solo, c'est de 1 c'est vraiment débile, et puis de 2 ça fait pas pay to win, parce que
tu gagnes rien de plus, c'est pas du multi, c'est du solo. Ça fait juste paye parce que t'es feignant et que t'as pas envie d'aller looter des mecs, quoi. Par contre, ce qu'ils ont pas dit, c'est qu'on sait pas si on peut acheter de l'argent réel avec... euh, si on peut acheter de l'argent in-game avec de l'argent réel. Ça, on ne le sait pas. Mais en tout cas, les loot box, t'es obligé... Enfin, tu ne peux que les acheter avec de l'argent in-game. Donc voilà. Ensuite, on continue sur AMD Ryzen 2. Ouais, Ryzen 2. Il y a eu un benchmark qui a leak il n'y a pas très longtemps. Il y a genre, la semaine dernière, il y a un benchmark du Ryzen 3, je pense, 2300. Ryzen 3 2300. Qui a leak en ligne sur un score Cinebench. Le truc, c'est que aucune news, aucun site qui parle d'informatique et de hardware et tout n'a relayé l'information plus que ça, parce qu'il y a d'énormes chances que ce soit un fake. Donc c'est pour ça qu'on va pas en parler. Parce que sur l'image qui était montrée, sur la mini vidéo qui était montrée, le Ryzen 7 2300 battait le Ryzen 7 1700. Donc c'est comme si un Ryzen 7 se faisait battre par un Ryzen 3, en gros. Voilà. Et ça paraissait très peu probable, et il y avait des petites incohérences et tout, donc en gros c'était genre, on savait pas si c'était fake ou pas. Et dans le doute, ils se sont dit, je pense qu'il y a plus de chances que ce soit fake qu'autre chose. Mais en attendant, on a le premier aperçu des performances des nouveaux APU, donc Raven Ridge, que sont le Ryzen 7 2700U et le Ryzen 5 2500U. Donc là, c'est des CPU avec un chipset graphique, donc des APU, qui vont notamment être utilisés dans les PC portables. Et notamment, il y a HP qui fait des PC portables qui va faire des PC portables avec ses APU de chez AMD, qui vont sortir début 2018 ou dans l'année 2018. Donc en gros, c'est un processeur Ryzen avec à l'intérieur un chipset graphique basé sur du Radeon Vega. Voilà. C'est l'équivalent des GeForce MX. Donc par rapport à ce que... j'arrive pas à parler, mon dieu, c'est improbable. Par rapport à ce qui... Cette phrase est compliquée à dire, vous vous rendez pas compte, hein. Donc, par rapport à ce qu'il se faisait avant avec AMD, au niveau des APU, ça consomme moins, on a de meilleures performances au niveau du CPU et de meilleures performances au niveau graphique. Donc, ici on a les spécifications techniques, on en a déjà parlé. Donc on est sur du Raven Ridge, qui va changer pas mal de choses par rapport à l'ancienne génération qui est basée sur Excavator. Rien que le process, on passe de 28 nanomètres de gravure à 14, donc gros boost en performance là-dessus. Toujours 4 cœurs. On change d'architecture au niveau du chipset graphique, on passe sur Vega. Donc ça se lance prochainement et ça sera dans les PC portables l'année prochaine. Au niveau des scores, comme vous pouvez le voir, ici on a des scores qui sont quand même pas dégueux. Donc on a testé 3D Mark en graphic score et en physical score. Donc voilà comment ça se place. Plutôt que de regarder ça, on va regarder directement ça pour voir comment ça se place par rapport aux solutions actuelles. Donc là on a un ZenBook. ZenBook 3 avec un i7 8550 avec un chipset graphique intégré à l'i7. Donc c'est du HD, Intel HD graphique 560 je pense ou 570. À côté de ça on a un PC HP avec le même processeur mais avec un truc graphique MX 150, donc du Nvidia GeForce MX 150, c'est du Maxwell. Et à côté de ça, on a le leak pour le 2700U. Et vous voyez qu'on est bien meilleur sur un point de vue graphique que le chipset intégré sur les processeurs Intel actuels. Parce que là, le HP Spectre, le MX 150, c'est pas un chipset intégré, c'est un chipset dédié fait par Nvidia, spécialement pour les PC portables. Donc là c'est chipset intégré graphique, là c'est chipset dédié, et là c'est chipset intégré du côté AMD. Et vous voyez qu'on est quasiment au même niveau qu'une MX 150. Bon, au niveau score physique qui se base essentiellement sur la puissance du CPU, on est un petit peu plus bas. On voit qu'on est plus bas. Mais ça vient quand même un petit peu talonner
le i7 8550. Voilà. Donc ça promet quand même des PC portables assez performants qui vont pas consommer beaucoup parce qu'on a un TDP qui est environ de 35 à 45 watts sur ce petit Ryzen 7 2700U. Donc consomme pas beaucoup, ça a pas mal de puissance graphique, presque autant qu'un truc dédié, qu'une carte graphique dédiée MX de chez Nvidia. Bon, bien sûr, c'est du MX entrée de gamme parce que c'est le 150, c'est pas le 160, 170, etc. Et ça va du coup être plutôt intéressant. On va peut-être commencer à avoir des PC portables sans carte graphique dédiée avec lesquels on pourra jouer correctement à pas mal de jeux. À côté de ça, les premières spéculations sur le Galaxy S9 et S9 Plus. Voilà. On sait qu'on va encore avoir un port jack, une extension par carte SD, micro SD essentiellement. Là où ça change, c'est qu'on va certainement avoir 6 Go de RAM avec 128 Go en capacité de stockage et qu'on va également avoir aussi, alors c'était quoi d'autre? Tac. Et toujours la norme IP68 sur la plupart des appareils. IP68 pour la norme et la résistance à l'eau. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi Samsung décide de garder encore une fois potentiellement le port jack. Ça serait très très dommage. Je pense qu'il faudrait qu'il le vire au bout d'un moment le port jack pour se caler sur le modèle d'Apple. Parce que oui, le port jack c'est bien, mais si par exemple on pouvait tout faire par l'USB-C, ça serait aussi pas mal. Parce que l'USB-C le permet. L'USB-C le permet. Donc bon, pourquoi ne pas le faire? Surtout qu'il y a je pense qu'il y a beaucoup de téléphones qui vont sortir l'année prochaine qui vont enlever le port jack. Par contre, le port micro SD, ça c'est une bonne option. Toujours, tu peux comme ça avoir plus de mémoire, c'est mieux que de devoir tout mettre dans le cloud. Ensuite, ça pourrait également être un des premiers téléphones de Samsung à pouvoir filmer en 4K à 60 fps. Donc ça aussi c'est un truc à vérifier et à regarder de très près, mais si c'est un des premiers téléphones de Samsung qui fait de la 4K en 60 fps, ça peut être un téléphone très intéressant également. Voilà. Ensuite, on va parler de Coffee Lake. Le port jack, c'est la vie. C'est la vie pour l'instant, parce que tout le monde fonctionne avec du port jack, parce qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent avec du port jack. Si jamais on venait à forcer l'enlèvement du port jack, on se tournerait vers une connectique qui serait plus universelle. C'est-à-dire que imagine, plutôt que d'avoir jack USB-C, tu faisais tout par l'USB-C. Ça serait quand même pratique. Au moins, tu as un fil au lieu d'en avoir deux. Ou alors tout en Bluetooth. Le Bluetooth 5, il a quand même suffisamment de bandes passantes pour écouter du FLAC sans perte audio. Hein. Donc ça peut être une bonne solution. La semaine dernière, je vous parlais de Coffee Lake et du chipset Z270, comme quoi Intel avait dit non, on ne peut pas utiliser les cartes mères en Z270 pour mettre nos nouveaux processeurs Coffee Lake. Comme quoi c'était impossible parce que les pins n'étaient pas configurés pareil, etc. Que le layout du socket n'était pas tout à fait le même et que du coup ils étaient obligés de refaire un nouveau chipset, presque un nouveau socket. C'est pas tout à fait le même socket. C'est basé sur quasiment le même. Mais que la configuration était un petit peu différente, donc tu étais obligé d'avoir une carte mère en Z370, etc. et que c'était pas rétro-compatible avec les cartes mères en Z270. Sauf que, apparemment, Asus, un mec à Asus, qui s'appelle Andrew Wu, qui est le product manager pour les cartes mères, donc celui qui est ici, là, le monsieur ici, a dit que, apparemment, la compatibilité entre les processeurs Coffee Lake et les cartes mères Z270 était possible. Que ça aurait pu être possible, qu'il aurait juste refallu changer quelques trucs au niveau de la distribution de puissance.
et de la distribution électrique des pins. Qu'il aurait, en grosso modo, que c'était pas impossible et que ça aurait pu être possible si Intel avait réellement voulu le faire. Bah là, c'est pas du blabla marketing. En gros, Intel a sorti un blabla marketing en essayant d'appuyer son blabla marketing sur des spécifications techniques différentes. Sauf qu'il y a un mec de chez Asus qui est venu et qui, lors d'une interview, a dit c'était pas si impossible que ça aurait pu être fait. Et je pense que c'est juste que Intel n'avait pas vraiment envie de le faire parce qu'il aurait fallu faire une upgrade du BIOS et une upgrade du Management Engine sur les cartes Z270. Donc en plus, pas seulement une upgrade du BIOS, mais également une upgrade au niveau du moteur de gestion de l'électricité et de la puissance qui assure les cartes mères pour que ce soit compatible avec les processeurs Coffee Lake. Donc ça aurait pu être possible, mais ça aurait certainement demandé du développement de BIOS, du développement, etc., etc. Certainement trop de travail pour qu'il se fasse chier. Trop de travail pour qu'il se fasse chier. Donc voilà, Intel s'est dit non, on va pas le faire. Donc voilà, bon, cheap shot de la part d'Intel, c'est un petit peu des salauds. Ils essayent de tirer le maximum de fric là où ils peuvent, mais bon. On peut se plaindre, mais je ne pense pas que ça changera grand chose et je me rends compte qu'il y a un maximum de poussière sur ma table de mixage. C'est hallucinant. Ça s'accumule ces conneries, c'est fou. Bref. C'est ça, Intel veut que vous payiez les Z370 pour profiter de Coffee Lake. Alors que ça aurait pu être possible de les faire compatibles avec les cartes mères Z270. Voilà. Et en plus de ça, ils sont casse-couilles. Parce que, je pense que vous n'êtes pas les seuls, hein. Vous avez certainement regardé, peut-être par envie, par fantasme, ou alors parce que vous comptiez vraiment en acheter un, vous avez certainement regardé les configs avec des Intel, des i7 8700K, des 6000, des 8600K, donc avec des processeurs Coffee Lake. Vous êtes certainement fait rêver à vous faire une petite config sur Top Achat, sur LDLC. Puis là, vous êtes rendu compte que c'était en rupture de stock à peu près partout. Hein, qu'on se le dise, il y avait des ruptures de stock de tous les côtés. Que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, Coffee Lake, c'est un petit peu la perle rare qu'il faut aller chercher au fin fond du trou du cul du monde. Ou en tout cas, être au bon endroit, au bon moment, quand les stocks reviennent sur les sites en ligne et qui restent pendant 5 minutes. Voilà. Donc en gros, c'est en rupture de stock. Et il y en a toujours qui arrivent petit à petit. C'est-à-dire que vous en avez toujours qui arrivent un petit peu petit à petit, sauf que dès qu'ils sont en ligne, ils sont directement achetés. Parce qu'il y a des gens qui regardent, qui refreshent la page tous les jours et qui tombent dessus, ils l'achètent. Donc rupture de stock très clairement partout. Et selon Intel ou selon d'autres sites comme Amazon et tout, ça va être très dur d'avoir des processeurs Coffee Lake avant début 2018. Parce que il n'y a pas assez de stock, etc. quoi. Ah, par exemple, de Cliff 14, qui en a reçu un hier. Le mec a eu de la chance, tu l'as acheté Day One, ou alors t'es tombé dessus au moment où ils en avaient, tu vois. Mais à l'heure actuelle, c'est compliqué. C'est compliqué d'acheter du Coffee Lake. Il y en a quasiment nulle part. C'était un peu, ça me rappelle en mars, quand t'essayais d'acheter une Nintendo Switch, quoi. C'était la grosse galère. Acheter une Nintendo Switch, ouais mec, t'avais plus de chances d'aller acheter du diamant, quoi. Ça marchait, tu vois. Genre du diamant, t'allais à la bijouterie à côté, t'en trouvais, tu vois. La Nintendo Switch, tu faisais 3-4 magasins dans toute ta ville, t'en trouvais pas, hein. C'est une fucking perle rare. Bah là, c'est pareil avec Coffee Lake. Exactement la même chose. Bon, après, j'aimerais que même s'il y a rupture de stock, les prix n'augmentent pas. Parce que ça serait salaud. Parce que quand il y a des ruptures de stock, souvent il y a des gens qui les achètent et après qui les revendent sur le bon coin et tout, genre à 200 € plus cher, quoi. C'est casse-couille. Genre t'es là, j'en veux vraiment un. J'en ai besoin d'un. Je ne le trouve pas en ligne. Le seul mec qui le vend, c'est sur le bon coin, et au lieu d'être à 400 €, il le fait à 500. Donc c'est casse-couille quand même. Merci Paul. T'as intérêt de guetter pour en avoir un, c'est exactement ça. Faut guetter quoi. J'ai eu beaucoup de chance, ça fait 15 jours que je regardais tous les jours sur Top Achat, c'est ça. Généralement tu vas checker sur Twitter, sur les forums, et les mecs disent, dès qu'ils en remettent en stock, ils font genre bam, Coffee Lake en stock, on en a remis. Et là t'as tout le monde qui arrive qui est là, oh tac tac tac, panier, acheter, boum boum. Ça sent la sortie précipitée, un petit peu. Salut Kinou.
Ah, le mec est au taf. Le mec est au taf. C'est pas bien de regarder ça au taf. Tu vas me dire que ta machine elle est en train de travailler toute seule et puis que t'es juste en train de la regarder? Ouais, certainement. C'est plausible. C'est plausible. Bref. Donc, c'est ça. Sur Amazon, Coffee Lake, un vendeur tiers à 500 euros. Ça fait mal au cul, 500 euros. Vous imaginez? Alors qu'il vaut pas ça. Il y en a qui profitent, des ruptures de stock. Hein. Faut bien s'enrichir là où on peut. Mais bon. J'ai une 1050 Ti, est-ce que ça va? Je pense que oui, ça va, c'est bien les 1050 Ti. Si tu prends un smartphone sans jack, c'est généralement un très haut de gamme. Alors 1, tu as mis le prix pour un casque qui dure et ne lâche pas. 2, tu peux te permettre de racheter un casque. Ou alors, t'as fait un prêt pour acheter ton téléphone et du coup t'es deg parce que t'as plus de sous pour t'acheter un casque. Voilà, c'est aussi une troisième option. Il y a quelques temps, c'est-à-dire la semaine dernière, c'était le 10 octobre, un utilisateur d'un téléphone OnePlus, un petit peu quand même tech sur les bords, le mec était quand même versé dans la technologie, puis il analysait un petit peu ce qui se passait sur son téléphone, notamment parce que c'était un chercheur en sécurité, et il a révélé sur son site qu'il avait fait des découvertes assez spéciales concernant OxygenOS et les téléphones de la marque OnePlus qui apparemment envoyaient sans cesse des données à un serveur basé en Chine et aux États-Unis. Donc je crois que le serveur était basé aux États-Unis et ça envoyait toujours des données basées sur le serveur basé aux États-Unis qui ont ensuite été relayées au constructeur chinois OnePlus. Et en fait, c'était genre un espèce de analytics des données du téléphone et des choses qui se passaient sur le téléphone. Et ça envoyait constamment des petits paquets de données à ce serveur aux États-Unis pour collecter des infos sur l'utilisation du téléphone, le mec qui l'utilisait, à quelle heure tu verrouilles ton téléphone, etc. Enfin, plein d'infos qui pourront ensuite être utilisées pour potentiellement pas mal de choses, genre mieux comprendre les habitudes d'utilisation des consommateurs du OnePlus, etc., etc. En gros, il récupérait ton numéro de téléphone, l'adresse MAC de ton appareil, l'email et le IMSI code, donc ça c'est des trucs, en gros les codes de série du téléphone si vous voulez savoir, les réseaux auxquels tu étais connecté, donc mobile, si tu es connecté chez Bouygues, etc., etc., les réseaux Wi-Fi, le nom des réseaux Wi-Fi sur lesquels tu te connectais, le numéro de série de ton téléphone également, les temps et dates quand l'utilisateur verrouillait et déverrouillait son téléphone, donc ça envoyait l'heure à laquelle tu te verrouillais et déverrouillais ton téléphone à chaque fois, c'est-à-dire que, en gros, ça peut montrer que, par exemple, dans une journée, la plupart des gens verrouillent et déverrouillent leur téléphone 800 fois. Tu vois, c'était genre plein de données comme ça qui peuvent être utilisées, voire que tu déverrouilles ton téléphone plus le matin et le soir que pendant la journée, par exemple. Enfin, c'est plein de trucs à la con comme ça qui étaient envoyés à ces serveurs. Aussi, l'heure et la date quand un utilisateur ouvre ou ferme une application, ça peut te dire, ben tu vois, ça peut mettre en avant, si tu récupères plein de data de millions d'utilisateurs de ton téléphone sur quand est-ce qu'ils ouvrent et qu'ils ferment une application. Imagine, tu tries pas par application, tu tries par catégorie d'application. Et tu te rends compte que le matin, tout le monde ouvre 2-3 fois les applications des news. Tout le temps. Genre que le matin, tu as un pic au niveau de l'ouverture et de la fermeture d'applications news. Que le soir, ça va être un autre type d'application. Que pendant la journée, ça va être... Tu peux découvrir des tendances folles et mieux targeter ton marché. Voilà. Ensuite, quand est-ce que tu allumes ou éteins l'écran? T'es pas obligé de le déverrouiller. Tu peux juste allumer ou éteindre l'écran aussi. T'appuies sur le petit bouton. Allez, je vous montre. Ton écran est comme ça. T'appuies, ça l'allume, ça l'éteint. Il traçait également ces infos-là. Ou alors, tu peux le déverrouiller complètement. Attendez, si je le déverrouille. Hop là, déverrouillé. Et là, tu le reverrouilles. Il traquait un peu tout ça. Et eux, ils se faisaient une base de données sur laquelle ils pouvaient travailler. Voilà. Après, cette option était désactivable. Très largement désactivable. Alors, c'est juste qu'en gros, OnePlus n'a pas du tout communiqué sur le fait qu'ils faisaient ça. Ça a énervé beaucoup de gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas que leurs données soient collectées. C'est très compréhensible. Moi, personnellement, j'en ai un peu rien à foutre.
c'est pas que ça me gêne pas, mais j'en ai rien à foutre parce que je me suis fait à l'idée que de toute façon, les données c'était de l'argent et puis que ce qui se monnayait aujourd'hui c'était des données, mais que j'avais pas grand données à cacher et puis que même si tu les collectais, si ça te permettait de mettre un système au point qui me facilite la vie, pourquoi pas. Mais bref, grosso modo je m'en foutais un peu, mais tu peux le désactiver quand même, c'était assez facile à faire, fallait aller dans les options, je sais pas si vous pourrez voir, j'essaie de le faire à l'envers, fallait aller dans Advanced, et là fallait aller dans, c'était ça, le Join User Experience Programme, puis ça là, c'était le truc qui faisait que ça collectait des infos. Et il fallait le désactiver pour que ça ne collecte pas d'infos. Mais en gros, ça dit, si vous l'activez, vous aidez OnePlus en envoyant des diagnostics sur les applications, votre téléphone et les données d'utilisation que vous faites de votre appareil. Et ces informations ne seront pas utilisées pour vous identifier, mais vont par exemple vous aider OnePlus à améliorer la stabilité des applications, la batterie, la durée de vie de la batterie ou l'expérience générale que vous aurez avec votre téléphone. Donc voilà. Bref, ça a quand même fait un petit peu de bruit, mais c'était facilement désactivable. On va continuer avec PayPal et Facebook qui vont bientôt lancer un partenariat ou qui ont déjà commencé à lancer un partenariat pour permettre d'envoyer des paiements via l'application Messenger. Donc en gros, apparemment il y a Apple qui va lancer un truc qui s'appelle Apple Pay Cash Money qui permet de transférer de l'argent via son application iMessage ou son application Message, et c'est au tour de Facebook et de PayPal de un peu team up pour contrer, si on peut appeler ça contrer, ou plutôt pour se caler sur le modèle que Apple va bientôt lancer, pour permettre en fait d'envoyer et de recevoir de l'argent directement via l'application Messenger. Donc, oui, c'est chiant parce que du coup ça apporte une autre dynamique, tes messages, tu peux également faire des paiements et tout, mais en soi, c'est pas si mal que ça, parce que le nombre de fois, je sais pas vous, mais vous devez sûrement faire des applications, vous devez sûrement faire des activités de groupe et tout, souvent, où il y en a un qui paye pour tout le monde, etc. Vous avez une conversation Messenger, évidemment, avec tout le groupe avec qui vous faites cette activité, genre, vous allez tous au ciné, hop, il y en a un qui a payé pour tout le monde parce qu'il a acheté des places moins chères et tout. Bref, ou alors vous allez tous en camping, puis il y en a un qui a réservé le camping, l'autre qui a réservé la voiture, etc., etc. Et vous avez tous une conversation. Les 3 quarts du temps, tout le monde a une conversation Messenger avec l'ensemble des gens qui participent à cette activité-là. Et au final, une fois que vous avez fait votre truc, enfin bref, que tout est réglé, vous vous rendez des comptes. Vous êtes genre, ok, moi j'ai payé tant, ça fait tant par personne et tout. Et après, c'est le bordel pour se faire payer. Genre, je te fais un virement, je te vois demain, je te donne du cash et tout et tout et tout. Oui, tu récupères toujours ton argent, au fin de compte, mais à chaque fois, c'est un peu genre, il y en a un qui va payer comme ça, l'autre qui va payer comme ça. Des fois, tu as l'argent le lendemain, des fois, tu as l'argent 2 mois après parce que le mec a oublié, etc., etc. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça peut grandement améliorer et faciliter ce genre de petits tracas de la vie qui arrive un peu à tout le monde. C'est genre, t'as une conversation de groupe avec tes potes, quelqu'un a payé 500$ de réservation de chalet au ski, il y a un autre qui a réservé, genre qui a payé tout le temps l'essence, qui a payé 200 euros d'essence. Au final, à la fin de la semaine, vous pouvez tous vous faire des virements directement via l'application Messenger et via le groupe que vous avez déjà créé. Comme ça, les gens disent, tu me dois genre 50 euros, tout le monde me doit 50 euros. Le mec se connecte sur son compte PayPal, connecte son compte PayPal, je pense, directement, link son compte PayPal à Facebook, ça doit être un truc de style, et avec le solde qu'il a sur PayPal ou la carte bleue qui est listée sur PayPal, il peut directement faire un virement au mec ou envoyer de l'argent au mec, directement via Messenger. Donc voilà, moi c'est un truc que je vois je vois une grosse utilité par rapport à ça. Par rapport à ça. J'ai pas encore parlé des news sur le Wi-Fi. Donc en gros voilà, on a PayPal et Facebook qui team up pour mettre en place une solution de paiement directement dans l'application de message, et
ça fonctionnerait un petit peu de cette façon-là. Tu peux dire, voilà, tu peux, comme sur PayPal en fait, tu peux envoyer un paiement ou demander un paiement à quelqu'un. Tu rentres le nom de la personne, tu mets genre, bah, je te demande, tu me dois 20 $. Et après, voilà, tu peux dire, ben, le mec va recevoir une notification en lui demandant, bah, tu dois 20 $ à telle personne, comment est-ce que tu veux payer? Et là, tu peux dire, je veux payer avec ma balance PayPal, donc mon seul PayPal, ou alors je veux payer avec tel compte qui est lié à mon PayPal, ou telle carte bleue qui est liée à mon PayPal, et t'envoies l'argent au mec. Voilà. Et apparemment, comme je disais, le truc super utile, c'est que ça va marcher également avec les chats à plusieurs. Donc les conversations de groupe, ça va également marcher avec les conversations de groupe. Ce qui fait que ça permet de genre partager des factures entre les gens et tout et tout. Super, super pratique. Moi, je suis sûr que ça va être super pratique et je sais déjà que je vais l'utiliser. Je sais déjà que je vais l'utiliser. Après, oui, l'autre va être là, Messenger, ça va être le bon coin. Mais en soi, c'est pas si con que ça. Tu contactes un mec sur le bon coin. Il te dit, ok, je te paye 50 $. Le mec vient chez toi, au lieu de te donner du cash, 50 € en cash, tu vas genre chercher son nom sur Facebook, tu vas commencer une conversation avec lui, et là tu vas lui request 50 $ et lui va te donner 50 $ sur ton PayPal. Voilà, boum. Done. Bref. On va continuer avec la 1070 Ti. Toutes les spécifications ont leak, il y a également des benchmarks qui ont leak, mais les benchmarks ne m'intéressent pas tant que ça parce qu'on sait à peu près où ça va se placer. Par contre, un autre truc extrêmement intéressant et extrêmement dérangeant, c'est que potentiellement, cette carte serait non overclockable. C'est une première, tenez-vous bien, c'est une première pour une carte graphique. La fréquence ne pourrait pas être changée. Donc là, il y a eu grosse spéculation là-dessus. Gros coup de gueule également là-dessus, mais il semblerait que la carte vienne avec une fréquence bloquée, comme les processeurs Intel non overclockables. Donc, au niveau des spécifications, on le sait, elles sont écrites là, ça va se placer entre la 1070 et la 1080. Ça a 2432 Q d'accord, donc on se rapproche plus de la 1080 que de la 1070, bien évidemment. On est environ à 8,1 teraflops en puissance. On a une fréquence de base qui est à 1607 MHz, à 1683 en boost. Ça prend du single 8 pin en alimentation, ça a un TDP de 180 watts et ça va arriver aux alentours des 430 $. Donc comptez 450, 500 €. Et ça sort le 26 octobre. Date de sortie, 26 octobre. Là où c'est problématique, c'est qu'il semblerait que la carte vienne avec des fréquences bloquées. Donc que tu ne puisses pas changer la fréquence de ta carte graphique si jamais tu veux l'overclocker. Il semblerait que ces deux fréquences-là, apparemment, elles peuvent monter également jusqu'à 1800 sur des cartes custom. Dans les benchmarks, ça s'est vu. Les cartes custom montaient jusqu'à 1866, je pense. Regardez. On va regarder ça. 1886. En fréquence boost, vous allez voir ça tout de suite. Voilà. Donc là, on a les benchmarks sur Firestrike Extreme et TimeSpy. Je ne vais pas vous les montrer parce qu'il faut que je grandisse l'image, etc. Il y aura les liens toujours dans la description. Mais ça marque entre 9400 et 9500 points sur Firestrike Extreme. Et sur TimeSpy, je pense que c'est 6700 points. Et la carte arrive à environ 1886 MHz au niveau de la fréquence max. Avec du coup une puissance qui n'est plus à 8,1 teraflops, mais qui monte à 9,07 une fois qu'elle a atteint cette fréquence max. Mais il semblerait que tu puisses pas aller plus loin que cette fréquence-là. Il semblerait que Nvidia ait bloqué les modifications de fréquence sur la 1070 Ti et que tu puisses pas la changer. Voilà. Il y a deux raisons pour ça. Soit ils se sont rendus compte que si tu montais plus haut que ça, c'était vraiment pas stable et ça allait cracher tout le temps. Donc en gros, eux, ils ont déjà poussé leur chipset de 1070 au maximum. Et du coup, ils ont monté les fréquences, etc., etc. Et ils se sont dit, si on permet aux gens d'overclocker encore plus que ça, ça va jamais être stable, puis ça va tout le temps crash, donc on va bloquer l'overclocking. Soit, deuxième raison pour laquelle ils auraient pu faire ça, qui à mon avis est la plus probable, c'est que s'ils permettent l'overclocking sur ces 1070 Ti, et que tu overclock un peu trop ta carte, boum,
tu te retrouves avec les performances d'une 1080. C'est problématique. Bah, problématique. Pas pour celui qui a une 1070 Ti et qui l'a overclocké. Il achète une 1070 Ti, 430 $, il l'overclock légèrement, il arrive aux performances d'une 1080 qui coûte 80 $ de plus. Lui, il est content. Il a juste overclocké un petit peu sa carte et elle tourne aussi bien qu'une 1080 de base. Bah ouais, c'est génial. C'est génial, t'as payé 80 $ de moins, t'as un peu de perf et puis t'as pas trop overclocké, je veux dire ta carte chauffe pas des masses. Sauf que pour Nvidia, bah, c'est un manque à gagner énorme. Parce que du coup, la 1080 devient inutile. Plus personne achètera une 1080. Si jamais tu prends une 1070 Ti, tu l'overclock de 100 MHz, boum, t'as la même puissance. À quoi ça sert d'aller acheter une 1080? À rien. C'est exactement ça. On s'aurait complètement détruit le marché des 1080. Je veux dire, en gros, il y aurait eu plus que 3 cartes chez Nvidia, enfin 3 cartes haut de gamme, 1070, 1070 Ti et 1080 Ti. Voilà. Mais du coup, en bloquant l'overclocking sur les 1070 Ti, il s'assure qu'une 1070 Ti ne sera jamais aussi puissante qu'une 1080 et que du coup, il y a toujours de la place sur le marché pour la 1080. Voilà, voilà. C'est à mon avis la raison principale pour laquelle ils ont fait ça, parce que c'est quand même un move qui s'est jamais vu, ça s'est jamais vu. C'est très bizarre qu'ils bloquent l'overclocking, mais à mon avis c'est la seule raison. C'est ça, ils vendraient plus de 1080 déjà qu'on va l'acheter de moins en moins. Exactement. Bah avant, tu vois, avant t'avais 1070, 1080. T'étais genre, si tu jouais en 1080p, t'étais mieux de prendre une 1070. Là maintenant, si tu joues en 1440p, ben la 1080 est plutôt intéressante. Tu peux prendre une 1070 Ti. Ça peut suffire. Bon, vous savez de quoi on va parler maintenant. On va parler de Crax Attack. On va parler de Crax Attack et je vais essayer de vous trouver un petit peu un meilleur... Oh, je n'arrive pas à trouver. Ok, je vais modifier celui-là pour vous offrir un petit peu. Alors, hop. Hop là, hop là. J'essaie de vous corriger ça pour que vous ayez, pour que vous puissiez voir totalement le truc. Hop là, là c'est bon. Par contre à droite c'est pas la folie quoi. Est-ce que là c'est mieux? Peut-être un petit peu mieux, oui. Oui, non, peut-être. Toujours pas. Toujours pas. On va descendre à 850. Non, 850 ça ne marche pas. 800 c'est pas mal. 800 c'est plutôt pas mal. Comme ça là vous voyez bien. Et puis en bas là, bah du coup en bas 350. 360. C'est parfait. Donc, Crack Attack, ou autrement appelé également Keys Reinstallation Attacks. Donc crack, K-R-A-C-K pour Keys Reinstallation A-C-K, donc attaque. En gros, c'était, je pense, en fin de semaine dernière, le Wi-Fi, enfin plutôt tous les réseaux Wi-Fi du monde entier sont devenus vulnérables d'un coup. Tous les réseaux Wi-Fi n'étaient plus du tout sécurisés. Tous, sans exception. Il faut savoir que les 3/4, voire même plus des 3/4, je pense que c'est 90% des réseaux Wi-Fi publics, enfin publics également, oui un petit peu, pas forcément les réseaux publics, mais les réseaux privés, d'entreprises, de particuliers, se basent sur la norme de sécurité, le protocole de sécurité WPA2. Et en gros, il y a des chercheurs qui ont réussi à mettre au point une méthode, une technique qui se base sur une des failles de ce réseau. En gros, ils ont réussi à exploiter une de ces failles, à mettre en avant une de ces failles au niveau de la norme de sécurité pour mettre au point une attaque possible et faire tomber la sécurité du réseau, si on peut dire ça comme ça, si on peut appeler ça comme ça. Grosso modo, ce qui se passait, c'est qu'ils ont découvert une faille, ils ont mis en place une méthode d'attaque, et cette méthode d'attaque permettait de décrypter toutes les données qui transitaient sur un objet client. C'est-à-dire qu'entre deux réseaux Wi-Fi, vous avez toujours un émetteur, donc un récepteur, un émetteur, qui est votre box, internet, etc. et tout. Et de l'autre côté, vous avez le client
qui va être votre téléphone, votre PC, connecté en Wi-Fi, n'importe quoi, même un serveur, ça peut être connecté en Wi-Fi, enfin bref. Vous avez l'émetteur et le client. Et en gros, la faille et l'attaque permettaient de décrypter quasiment l'entièreté des informations qui étaient transmises par le client et qui également arrivaient au client. Donc tous les systèmes étaient pas contaminés, étaient touchés, parce que c'est pas une contamination. C'est juste une faille qui était présente dans le protocole WPA2, dans la façon dont il est fait. Donc c'est pas un malware, c'est pas un virus, c'est pas un ransomware, c'est pas un truc comme ça. C'est vraiment une faille qui du coup peut être exploitée en faisant 2-3 manips. Bon, un petit peu plus compliqué que ça, mais en faisant 2-3 manips quoi. Depuis l'extérieur. Donc le site est extrêmement bien fait. Il y a un site qui s'appelle crackattacks.com dans lequel les chercheurs qui ont trouvé ça expliquent leur processus. Ils font également une démonstration comment ça marche. Ils expliquent sur quelle faille ça se base et comment ils ont trouvé la faille avec les détails. Ils vont également faire des présentations lors d'une conférence Black Hat de hackers. Et également, ils ont écrit des papiers, donc Common Vulnerability and Exposure, qui sont en gros des papiers sur lesquels tu fais des rapports de vulnérabilité et de failles pour les systèmes. Donc en gros, imagine tu trouves une faille, bah tu peux remplir un CVE, c'est listé, tout le monde y a accès, tu peux remplir un CVE pour dire il y a telle faille à tel endroit dans tel protocole, c'est hyper bien détaillé, tu détailles exactement comment tu as fait ta procédure et tout, et eux on ont sorti un petit paquet pour que les gens puissent corriger ces failles-là et pour que les OS, etc. puissent corriger les failles qu'ils ont trouvées. Donc également, ils ont aussi sorti un article scientifique qu'ils allaient présenter à la Computer and Communication Security qui se tient le 1er novembre 2017, mercredi 1er novembre 2017, qui est une grosse conférence sur la sécurité informatique. Donc, ce qui se passe, comment ça marche? Ah ben c'était très simple. C'était très simple. En gros, ils essayaient de récupérer une clé d'encryption. C'est-à-dire une clé d'encryptage. Je ne sais plus exactement ça se dit comme ça, si c'est ça le mot français. Qui du coup ensuite leur permettait de décrypter tous les messages qui étaient transmis par le client. Donc en gros, dès que le mec transmettait quelque chose à la box, ben eux ils pouvaient voir le message, parce que tu peux sniffer les paquets, c'est-à-dire que tu peux voir les paquets qui transitent, mais généralement quand tu les vois, ben toi ils sont cryptés. Genre si tu te mets à l'extérieur de ton réseau Wi-Fi, vu que c'est des ondes qui transitent entre deux objets, tu peux très bien écouter, on appelle ça écouter ou sniffer, en anglais tu sniffes, parce que tu renifles, en gros ça vient de ce terme-là, c'est qu'en gros tu te mets entre les deux, puis tu viens regarder les datas qui passent, tu viens regarder les données qui transitent. Sauf que généralement, toutes ces données-là sur du réseau Wi-Fi sont encryptées. C'est tout codé. C'est-à-dire que tu peux pas les lire. C'est inutilisable. Il faut une clé de décryptage pour pouvoir transformer ces paquets de données en trucs lisibles, compréhensibles par l'homme. C'est comme ça. C'est pour ça que c'est sécurisé. Mais là, du coup, ils arrivaient à récupérer la clé d'encryption. Et du coup, tous les paquets qui transitent, ou en tout cas la plupart des paquets qui transitent, parce que tu ne peux pas tous les récupérer, bien évidemment, tu ne peux pas récupérer toutes les données qui passent entre deux appareils, mais la plupart de ceux qui transitaient pouvaient du coup être déchiffrés, et du coup tu avais les informations en clair. Donc tu pouvais du coup avoir le login du Wi-Fi, le password du Wi-Fi, ce qui permettait ensuite de te connecter directement au Wi-Fi. Voilà, comme ça au moins c'est plus simple, tu es connecté dessus. Parce que là, il faut savoir que tu n'es pas connecté au Wi-Fi. La méthode à la base ne permet pas forcément de te connecter au Wi-Fi, mais te permet essentiellement de décrypter tous les messages qui sont échangés sur le réseau Wi-Fi. Tous les messages et toutes les informations. C'est-à-dire que tu peux avoir du coup des numéros de cartes qui transitent, des sites internet, des informations autres. Et du coup, tu peux récupérer toutes ces datas-là et du coup les déchiffrer. Même s'il y a des sites par exemple qui se basaient sur de l'HTTPS pour échanger des données en plus qui soient encore en plus cryptées, après tu peux récupérer les données qui transitent sur l'HTTPS, utiliser la méthode de décryptage du WPA et ensuite
casser la méthode d'encryptage du HTTPS. Bref, c'était le bordel. Parce que du coup, tu peux te mettre à l'extérieur d'un réseau Wi-Fi, écouter le réseau Wi-Fi, décrypter les données. Et imagine, t'es une entreprise. Il y a un mec qui se met à côté de ta boîte, qui a accès à ton Wi-Fi, dans le sens qu'il le voit, qui peut le capter, et toi, tu échanges des données confidentielles sur ton Wi-Fi, le mec, il écoute tout, il décrypte tout, et après, il fait de l'espionnage industriel comme ça. Je veux dire, pour les particuliers, c'est chiant, mais je pense que pour les entreprises, c'était encore pire. Parce que le décryptage d'informations et l'espionnage industriel, c'est un problème énorme. Et bah là, c'était free, quoi. Les informations étaient genre, prenez, vous pouvez les décrypter, allez-y. Donc, principalement, sur quoi ça se base? Ça se basait sur la méthode d'authentification en elle-même, ou plutôt le protocole d'authentification, qui s'appelle le four-way handshake. Donc c'est en gros le serrage de main à quatre chemins, ou plutôt le quadruple serrage de main. C'est un petit nom qui résume le protocole WPA2 et qui est utilisé au début de la connexion. Donc en gros, dès qu'un client veut se connecter à un réseau Wi-Fi qui utilise la norme WPA2, il passe par ce protocole ou par ce schéma de quadruple serrage de main. Le nom est ridicule en français, clairement, qu'on se le dise. Et ce qui se passe, donc là, je pense que je vais aller sur un autre site qui vous explique un petit peu mieux comment ça se procède. Comment ça procède. Voilà. Qu'en gros, alors, tac. Voilà, le cat-way handshake, qui est une phase de négociation, essentiellement, entre l'appareil et le récepteur. Donc entre le client et le récepteur, au moment où votre objet, votre smartphone, votre portable, votre télé, votre objet connecté, votre PC veut se connecter à un routeur, il passe par le four-way handshake. Donc en gros, ce qui se passe, là vous avez en gros sa liste, le processus, et ça vous indique où se passe le hack et comment se passe le Key Reinstallation Attack. Donc ce qui se passe, c'est que au début, vous entrez votre mot de passe sur le Wi-Fi. Là, hop, vous avez la bonne clé réseau. Le Wi-Fi vérifie que vous avez rentré la bonne clé réseau. Le routeur vérifie que vous avez rentré la bonne clé réseau. Il vous dit, ok, c'est bon, vous allez transférer la bonne clé réseau. Sauf que au lieu de transférer, cette clé directement, ça se fait en 4 étapes. C'est une espèce de phase de négociation en 4 étapes. C'est pour ça qu'il s'appelle le four-way handshake. Donc le quadruple serrage de main, parce que c'est une espèce genre ok c'est bon, ok c'est bon, ok c'est bon, ok c'est bon, tu peux te connecter. Grosso modo c'est ça. C'est en gros tu as 4 étapes de vérification avant de pouvoir vraiment te connecter et échanger des informations. Tout début, le routeur il envoie un chiffre qui est généré aléatoirement et qui est utilisé qu'une seule fois. Ça s'appelle un nonce. Le client, il récupère ce chiffre et il envoie au routeur son propre chiffre, donc son propre nonce, avec un code d'authentification qui dit « Je dispose du bon mot de passe ». Le routeur, à ce moment-là, à partir de ces infos qu'il a reçues, il va générer une clé temporaire d'accès qui va être transférée au client pour lui permettre de se connecter, en même temps qu'un code d'authentification. Et à ce moment-là, la dernière étape, c'est que le client il envoie une confirmation au routeur comme quoi il a bien reçu cette clé temporaire d'accès et le code d'authentification. En gros, c'est genre, je t'envoie un chiffre, tu m'envoies un autre chiffre aléatoire avec la clé en me disant que tu as bien la clé. À partir de ça, moi je t'envoie un code temporaire d'accès pour te dire, avec le code d'authentification, pour te dire que voilà, tiens, c'est ça qu'on va utiliser. Et le client, la dernière étape, c'est qu'il renvoie un message au serveur en disant « J'ai bien reçu ce que tu m'as envoyé ». La clé temporaire d'accès qui est envoyée par le routeur, c'est une clé d'encryptage. C'est-à-dire que c'est cette clé-là, le serveur génère une clé qui va ensuite servir temporairement, tant que l'appareil est connecté à ce réseau Wi-Fi, pour encrypter tous les messages. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir la sécurité par rapport à la connexion en réseau et tout, pour que tous les messages qui transitent sur votre réseau ne soient pas
en clair, qui soient tous chiffrés, eh bien au moment où vous vous connectez à un Wi-Fi, c'est-à-dire même si vous partez et que vous revenez, ça ne sera pas la même clé. Mais dès que vous vous connectez à un Wi-Fi, ou dès que vous arrivez à portée de votre réseau Wi-Fi, le routeur, il envoie une clé temporaire qui est utilisée seulement quand votre appareil est connecté, d'encryptage. En gros, il dit voilà la clé qu'on va utiliser pour chiffrer toutes les données qu'on s'échange. Si vous connectez deux appareils différents au même moment, ça ne va pas être la même clé. Ils vont chacun avoir une clé d'encryptage différente. Parce que sinon, tu connectes un appareil, tu as une clé. Si ton PC utilise la même clé, bah, tu pourrais décrypter les infos de ton PC parce que tu connais la clé, par exemple, sur ton téléphone. Donc ça, ils veulent pas. Tu as une clé par appareil qui est générée temporairement. Et du coup, c'est cette clé-là, c'est à cet endroit-là, c'est sur cette troisième étape que la faille a lieu. Ce qui se passe, c'est ça, c'est ce qu'ils disent, la clé transmise par le routeur ne sert pas seulement à finaliser la connexion, elle permet aussi de chiffrer tous les échanges. Voilà. Et en fait, c'est à ce moment-là que le crack avait lieu, que la Key Reinstallation Attack avait lieu. Grosso modo, c'est que pour être sûr, le routeur, pour être sûr que la clé de chiffrage était bien reçue par le client, bah, il en envoyait plusieurs, c'est-à-dire qu'il envoyait plusieurs fois le message, parce que des fois, il y a des paquets qui se perdent sur le Wi-Fi. Ça arrive souvent qu'il y ait des données qui se perdent parce que ça transite dans l'air, suffit que ça tape dans un mur, enfin bref. Je vous fais pas de dessin parce que c'est compliqué, mais il peut y avoir des données qui se perdent. Donc du coup, pour être sûr que le client reçoive bien la clé d'encryptage, eh bien le routeur envoyait plusieurs fois le message. Juste parce que voilà, c'est comme un genre, c'est ce qu'ils disent, c'est comme un garde-fou. Et si le routeur il reçoit pas de confirmation de la part du client, donc il manque la quatrième étape, la troisième étape est répétée. En gros, il l'envoie plein de fois, la clé de chiffrement. Et ce qui se passait, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à simuler la troisième étape afin de tromper le client. En gros, c'est comme si ils ont renvoyé, en fait, ils bloquaient les données qui allaient du routeur au client pour pas que le client puisse envoyer de confirmation. Donc comme ça, lui, le routeur continuait à envoyer des demandes, des clés de chiffrement, puis il ne recevait pas de réponse du client. Et ensuite, du coup, ça leur permet de forcer le client à utiliser une clé de chiffrement qui existait déjà, plutôt que d'envoyer la nouvelle clé qui était envoyée par le routeur. C'est assez habile. Parce qu'en gros, le routeur a généré une clé, il essaye de l'envoyer, il essaye de l'envoyer, il essaye de l'envoyer, il essaye de l'envoyer. Il n'y arrive pas, parce que eux s'interposent entre les deux, et ils imposent aux clients d'utiliser une clé qu'ils connaissent, plutôt que d'utiliser la clé qu'a généré le routeur. C'est pour ça que c'est Key Reinstallation Attack. En gros, ils viennent réinstaller une clé de chiffrement en plein milieu du processus que eux connaissent. Ce qui fait qu'après, le routeur et le client vont utiliser la clé qui est connue par le mec qui l'a injectée. Et voilà. Et du coup, là, ça réussit. Et le client, il se connecte au Wi-Fi, sauf qu'il utilise une clé qui est connue. Et du coup, bah, les mecs, comme ils connaissent la clé, dès qu'il y a un message, ils peuvent le décrypter. C'est assez fou. En soi, c'est super simple. C'est super simple. Le principe est vraiment simple. Mais bah, ça a été découvert seulement maintenant. Et du coup, ça a tout cassé les Wi-Fi de partout. Voilà, c'est problématique. Donc voilà. C'était quand même assez problématique. Alors, c'était ça. 1, 2, tac, tac. Je confirme que nous sommes tombés d'accord sur suffisamment de données pour construire une clé. Voilà, c'est ça. Première étape, point d'accès. Mettons-nous d'accord sur une clé de session. Voici des données aléatoires et temporaires pour vous aider à le définir. Le client qui renvoie OK, voici quelques données aléatoires. Donc ça, c'est les chiffres qui s'échangent. De ma part et utile également. Donc là, hop, ils sont contents. Les deux sont contents. À ce moment-là, le point d'accès fait je confirme, on est d'accord sur suffisamment de données pour qu'on crée une clé de chiffrement. Donc voilà, hop hop hop, voilà la clé de chiffrement. Et l'autre dit c'est bon, on a trouvé un accord, je vais utiliser cette clé de chiffrement là. Ah, c'est fou, c'est fou. J'aime cette méthode. Vous pouvez lire les articles, ils sont extrêmement bien faits, c'est extrêmement bien expliqué pour savoir à quel moment ça prend place, comment ils font, etc., etc. Le site de base aussi était très détaillé, même si c'est en anglais, je vous invite à le lire. Il y a également une démonstration de comment ça marche et comment tu peux faire, comment eux ils ont fait. Et grosso modo, tout
tous les réseaux Wi-Fi et tous les appareils étaient vulnérables. Pourquoi ils ont accepté une ancienne clé? C'est là que ça devient un petit peu plus compliqué en fait. C'est que, en gros, eux, alors que je relise un petit peu, en gros, le point d'accès, il retransmet le message, il retransmet la clé, s'il n'a pas reçu de confirmation de la part du client. Donc ce qui fait que le client peut recevoir le message 3 plein de fois. Chaque fois qu'il reçoit un message, en fait, chaque fois que le client reçoit un message, ça réinstalle la même clé d'encryption. Et ça remet à zéro le nombre de paquets transmis, le nonce. Ce qu'ils appellent le nonce, qui est utilisé au début. Donc en gros, ce qu'ils font, c'est que l'attaqueur, il va forcer les resets de ces paquets de données qui sont échangés aléatoirement au début, en les collectant et en retransmettant le message 3. En fait, lui, il collecte les messages 3 qui sont envoyés par le client et il les rejoue en boucle de son côté. Ce qui fait que ça force la réutilisation des données aléatoires au début. Et en gros, je sais pas à quel moment là du coup, ce qu'ils font, qu'ils arrivent à réinjecter une clé, à renvoyer un autre message en disant c'est cette clé qu'on veut utiliser. Cette partie-là, c'est la plus obscure et c'est la moins expliquée parce que c'est celle qui ne veut, enfin c'est là où la faille a lieu. Donc dans le site ils l'ont pas expliqué parce que c'est exactement à ce moment-là que se passe la magie du hack. Mais c'est expliqué également dans leur papier, dans l'article qu'ils ont publié, c'est expliqué et c'est plus détaillé. Ils ont écrit un article, c'est un article qui est un petit peu long, c'est une écriture qui est un petit peu compliquée à lire parce que c'est extrêmement scientifique. Il parle du protocole du handshake et tout au passage, il montre comment ça marche, comment entre le client et l'authentificateur ça fonctionne, request, réponse et tout machin, et il montre où est-ce qu'ils interviennent, notamment ici, message 3, avec la répétition des messages et des choses comme ça, et comment du coup ils ont pu craquer le truc. Attacking, de four-way handshake, et à quel moment en fait leur truc prend le contrôle ici, avec l'adversaire qui vient écouter le réseau Wi-Fi entre la victime et l'authentification, et qui vient sniffer les messages et les réutiliser. Donc il y a tout le processus qui est expliqué, c'est un petit peu compliqué, c'est intéressant à lire. Je suis pas en informatique, enfin j'ai jamais étudié, fait d'études d'informatique du coup, même pour moi c'est compliqué, mais pour ceux qui sont en études d'informatique ça peut être très intéressant à lire parce que c'est quand même, c'est scientifiquement c'est génial quoi, c'est génial. C'est génial. Bref, au final tout ça pour vous dire que tous les systèmes étaient compromis, tous les réseaux Wi-Fi étaient compromis, que ce soit sur Android, iOS, Windows, Linux et tout. C'était une faille dans le design, donc il n'y a pas grand chose que tu peux faire personnellement pour le corriger, c'est-à-dire que même changer ton code Wi-Fi, ça ne changera rien, la faille sera toujours présente parce que c'était dans le design et dans le protocole en lui-même. Donc il fallait changer, en gros les seuls correctifs possibles c'était via des mises à jour et des patchs faits par fait par les routeurs, etc., les appareils et les OS. Donc en gros, il fallait juste attendre des patchs. Il faut juste attendre des patchs pour ces réseaux Wi-Fi là. Et essentiellement, Microsoft a déjà patché son truc. Donc tout ce qui est sous Windows 10, c'est corrigé. Tous les PC sous Windows 10 qui se connectent en Wi-Fi sont protégés contre cette faille. Également, OpenBSD avait patché son truc. Il y avait des distributions Linux qu'il avait patché le matin même où la faille avait été découverte. C'était le cas de Debian, de Arch Linux aussi, puis de Ubuntu, qui avait été patché directement. Et au niveau d'Apple, il y a des correctifs qui vont arriver sur téléphone, également sur Android. Il y a des correctifs qui vont arriver. Donc si vous avez des mises à jour pour votre système Android, faites-les parce qu'il y a de bonnes chances que ce soit par rapport à cette faille. Et au niveau des routeurs et des fournisseurs d'accès à Internet, il va certainement aussi y avoir des mises à jour de vos box qui vont arriver. Donc apparemment la Freebox ne serait pas vulnérable, mais je pense qu'il y a d'autres box qui sont potentiellement vulnérables et
il faudrait peut-être les mettre à jour, genre vous les déconnectez et vous les reconnectez. Voilà. Donc très très intéressant. Très très intéressant. Alors, tac 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 tac. Et ensuite, ben... La dernière news que j'avais concernait une IA, donc une intelligence artificielle, qui a encore augmenté son potentiel, notamment en battant une ancienne version d'elle-même. Donc là, attendez, j'essaie de corriger un petit peu les trucs. Tac. Hop là. Voilà, en battant une ancienne version d'elle-même, c'était assez impressionnant. Regardez ça, vous allez voir, tac, 250, 270, c'est bon. Donc en gros, il y a une intelligence artificielle qui a été mise au point, comme celle pour les échecs, qui s'appelait AlphaGo, et qui en gros est une intelligence artificielle dédiée à la master, dédiée au jeu Go, le jeu de Go, qui est un jeu avec des pions que vous déplacez, etc. Des pions blancs et des pions noirs, je pense, je crois que c'est ça, que vous déplacez sur une table. Et en gros, il y avait une intelligence artificielle qui avait été créée pour maîtriser ce jeu et essayer de battre n'importe quel humain. Et en gros, ça s'appelait AlphaGo. Et cette intelligence artificielle avait battu, je pense en 2016, le champion du monde de Go, qui s'appelait Lee Sedol, donc en 2016. En gros, AlphaGo étudiait des parties qui avaient été faites par des humains, en jouant contre des humains, etc. Il s'améliorait, et au bout d'un moment, bah, il avait été capable, il avait accumulé assez d'expérience et assez d'informations pour être capable de battre le grand maître de ce jeu, juste avec du machine learning et de l'intelligence artificielle. Et il semblerait que récemment, il y a eu une amélioration, une nouvelle version de cette intelligence artificielle qui s'appelle AlphaGo 0, qui soit sortie et qui permettent notamment de s'entraîner. Donc l'intelligence artificielle AlphaGo avait besoin d'humains pour s'entraîner, donc en jouant contre des humains. Là, AlphaGo 0 n'a pas besoin d'humains pour s'entraîner et n'a pas besoin d'intervention humaine. C'est-à-dire qu'il peut s'entraîner tout seul à maîtriser le jeu et à devenir de plus en plus fort au jeu. Grosso modo, il a besoin de personne. Il n'a même pas besoin que tu lui dises comment fonctionne le jeu, etc. Il s'entraîne tout seul. Et donc, cette nouvelle version AlphaGo 0, lors d'une compétition entre les deux IA, entre l'AlphaGo 0 et son ancienne version AlphaGo, qui, elle, déjà, AlphaGo avait battu le champion du monde de Go, eh bien, la nouvelle version a battu l'ancienne 100 games à 0. Donc, c'est-à-dire que il l'a pas battu un petit peu. C'est-à-dire que le mec, en gros, il n'était pas entraîné du tout, il a été jeté dans la première game, il savait pas ce que c'était le jeu, mais il l'a quand même gagné. C'est-à-dire qu'il s'est entraîné tellement vite, il a tellement compris vite le principe du jeu, que la première game, même s'il connaissait pas le jeu, il l'a gagné. Face à une IA qui était entraînée par rapport à ce jeu-là et qui avait déjà battu le meilleur humain à ce jeu-là. Et ensuite, bah, du coup, une fois qu'elle a gagné la première game et qu'il s'était entraîné, bah, il a gagné les 99 autres. C'est-à-dire que son ancienne version n'a eu aucune chance face à la version améliorée. C'était assez violent. Donc voilà, c'était juste une petite news par rapport à l'intelligence artificielle, comme quoi ça évolue constamment, que c'est extrêmement impressionnant le potentiel de l'intelligence artificielle et du machine learning, et qu'il va falloir y faire très 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 attention, parce que là c'est un outplay, mais c'est pas un outplay minuscule, hein, c'est un outplay genre c'est comme si tu mettais ton pote sur LoL, que le mec il faisait un 1v1 contre toi qui a joué 2300 heures, et que le mec te mettait un BO5 dans la gueule en 3 matchs, quoi. Genre t'as rien compris, quoi. Le mec qui sort des moves que t'as même jamais vu. Bref. L'intelligence artificielle, c'est à surveiller parce que ça devient de plus en plus puissant et ça peut même être assez dangereux si ça part en couille. Voilà, c'était tout pour ce Tech Talk. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si vous avez liké. Disliker si vous avez disliké. Pour ceux qui regardent en VOD, laissez vos questions, remarques en commentaire. Et comme d'habitude, moi je vous dis à ciao, bonsoir.